Un bastion de Trump vient de tomber et ce n'était pas censé arriver. Au Texas, dans un district décrit noir sur blanc comme pro-Trump, quelque chose s'est brisé sous les yeux de tout le monde. Pas lors d'une présidentielle, pas lors d'une vague nationale, mais dans une élection locale que presque personne ne regardait. Et c'est précisément pour ça que c'est dangereux. Parce que ce type de scrutin discret, technique est souvent celui qui révèle les failles avant qu'elles ne deviennent visibles à grande échelle. Factuellement, un scrutin spécial s'est tenu dans le district 9 du Sénat du Texas, dans les banlieues de Fort Worth. Donald Trump s'y est impliqué personnellement. Il a appelé à voter. Il a donné son endorsement total. Et pourtant, le candidat qu'il soutenait a perdu, nettement. Dans un territoire qui n'avait pas élu de démocrate depuis 1991. Ce n'est pas juste une défaite locale, c'est un signal. Et la vraie question, maintenant, n'est pas qui a gagné, mais ce que ce résultat rend possible ensuite. Officiellement, c'est une simple élection spéciale, un siège devenu vacant, un second tour organisé parce qu'aucun candidat n'avait dépassé les 50 %. Rien de spectaculaire en apparence. Mais regardez le contexte. Ce district du Sénat texan couvre des zones clés du comté de Tarrant, autour de Fort Worth, des banlieues longtemps considérées comme sûres pour les républicains. Lors du scrutin, la candidate soutenue par Donald Trump était décrite comme « ultra-MAGA ». Trump lui-même a publié plusieurs messages demandant explicitement aux électeurs de faire un plan et d'aller voter. Et pourtant, le résultat tombe à l'inverse de ce que ce terrain politique promettait. Le démocrate Taylor Remitt est projeté vainqueur avec environ 56 % des voix. Ce n'est pas une marge accidentelle. Ce n'est pas un tirage à pile ou face. Et voici le point clé. Ce district n'avait pas envoyé un démocrate au Sénat du Texas depuis plus de 30 ans. Alors posez-vous la vraie question. S'agit-il d'un cas isolé ou du premier symptôme d'un glissement que personne n'osait encore nommer? Voici l'affirmation centrale et elle est lourde. Ce résultat n'est pas une surprise de dernière minute. Il est le produit d'un contraste net entre deux stratégies opposées. Factuellement, Donald Trump s'est engagé personnellement. Il a écrit que Lee Wambsgans avait son soutien complet et total et a appelé les électeurs America First à se mobiliser le samedi du vote. Il a même insisté à plusieurs reprises en décrivant la candidate comme une guerrière MAGA et en avertissant que les démocrates radicaux dépensaient une fortune pour gagner ce siège. Malgré cette mobilisation publique, les chiffres sont clairs. Au moment de l'appel de la course, Taylor Remitt obtenait environ 56 % des voix contre 43,7 % pour la candidate soutenue par Trump. Ce que cela implique, et c'est une inférence, c'est que l'argument d'autorité n'a pas fonctionné ici. Et maintenant, observez ce qui manque. Aucune contestation crédible des résultats, aucun déni des chiffres, le silence sur la marge elle-même. C'est souvent dans ce vide que se cache le vrai basculement. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à s'accélérer. À partir de là, tout s'intensifie. Parce que ce résultat ne surgit pas dans le vide. Factuellement, cette course a attiré l'attention nationale avant même le vote. Le New York Times l'a profilé comme un test, avertissant que ce scrutin dans les banlieues de Fort Worth pourrait indiquer un retour de flamme contre certaines politiques conservatrices. Ce n'est pas anodin. Quand une élection locale commence à être traitée comme un baromètre, c'est que quelque chose dépasse déjà le cadre local. Et pendant que cette attention montait, la normalisation s'installait. Un district décrit comme plus 7 Trump, parfois même rappelé comme ayant voté républicain à 2 chiffres, devenait soudainement compétitif, puis gagnable, puis gagné. Ce glissement progressif est crucial. Ce que cela suggère par inférence, c'est que des territoires considérés comme verrouillés ne le sont peut-être plus autant qu'on le répète. Et voici le point troublant. Ce type de bascule commence presque toujours par être minimisé. On parle d'exception, de contexte particulier, de hasard, jusqu'au moment où l'exception devient un précédent. Et quand un précédent s'installe, le système entier doit s'ajuster. Voici l'élément qui change définitivement la lecture de cette élection. Ce n'est pas seulement qui a gagné, mais comment. Factuellement, Taylor Remitt n'a pas mené une campagne axée sur des slogans nationaux ou des guerres culturelles. Les contenus diffusés pendant la campagne insistaient sur des détails très concrets. Le coût de la vie, les taxes foncières, les prix qui augmentent,
l'assurance santé. Dans une publicité, il est présenté comme un vétéran local, travaillant dans l'industrie aéronautique, parlant de skyrocketing price and property taxes. Dans une autre vidéo, il affirme que les républicains promettent un allègement fiscal pendant que les taxes continuent d'augmenter. En face, factuellement, la candidate républicaine a centré ses messages sur des accusations de dark money, évoquant des millions de dollars et des donateurs extérieurs, appelant à garder le Texas sain et libre. Le contraste est net, et voici l'inférence clé. Quand un candidat gagne largement dans un district historiquement conservateur en parlant de factures, de logements et d'écoles, cela suggère que l'axe du débat s'est déplacé. Ce n'est plus une question d'identité politique, mais de crédibilité quotidienne. Et une fois que ce déplacement s'opère, il devient très difficile de revenir en arrière. Alors, que se passe-t-il quand ce schéma commence à se répéter ailleurs? Et puis, tout s'empile très vite. Factuellement, plusieurs éléments convergent en quelques jours. D'abord, cette élection n'était qu'un second tour organisé parce qu'aucun candidat n'avait dépassé les 50 % lors du premier scrutin de novembre. Ensuite, ce siège est devenu vacant après la démission d'un sénateur républicain de longue date, parti occuper un autre poste en 2025. Rien de tout cela n'était censé produire une onde de choc politique. Et pourtant, en parallèle, la scène du soir de l'élection du côté républicain est décrite comme sombre, presque figée, tandis que la soirée de Taylor Remitt prend des allures de célébration collective avec des cris, des applaudissements et cette phrase prononcée sur scène « We still have more work to do ». Ce contraste visuel compte. Il signale une perte de contrôle d'un côté et une montée d'énergie de l'autre. L'inférence est inquiétante pour ceux qui regardent de près. Quand une défaite locale s'accompagne d'un élan militant visible, elle cesse d'être un simple accident. Elle devient un point de ralliement. Et c'est là que la pression commence vraiment. Que se passe-t-il si cette dynamique ne s'arrête pas ici? Maintenant, ramenez ça à vous, parce que derrière les pourcentages et les cartes électorales, il y a des effets très concrets. Factuellement, le message central de la campagne gagnante parlait de taxes foncières qui augmentent, de prix qui explosent, de familles poussées hors de leur quartier. Des phrases simples, répétées à l'écran, grocery prices, health insurance, property taxes. Ce sont des réalités quotidiennes, pas des abstractions politiques. L'inférence est directe. Quand des électeurs dans des banlieues longtemps stables commencent à voter autrement, ce n'est pas par idéologie soudaine, c'est par pression économique. Et si vous vivez dans une zone où le coût de la vie grimpe plus vite que vos revenus, cette histoire vous concerne déjà. Ce type de vote n'est pas un cri militant. C'est un signal de fatigue. Une façon de dire que le système actuel ne protège plus suffisamment les gens ordinaires. Et quand ce sentiment s'installe, il traverse les partis, les étiquettes et les discours. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce genre de bascule commence rarement avec une majorité, mais avec une accumulation silencieuse. Pour comprendre pourquoi ce type de bascule devient possible, il faut regarder le mécanisme, pas les slogans. Factuellement, cette campagne a montré un écart clair entre ce qui est promis et ce qui est ressenti. D'un côté, des dirigeants affirment réduire les impôts. De l'autre, les messages de Taylor Remitt expliquent, point par point, que lorsque l'État sous-finance l'éducation publique, les coûts retombent sur les propriétaires locaux. Il évoque des milliards détournés, des écoles laissées à court de moyens et une conséquence directe, des taxes locales plus élevées. Ce n'est pas une indignation morale, c'est une chaîne causale. L'inférence ici est plus large et plus dérangeante. Les systèmes politiques tiennent tant que les coûts restent invisibles ou abstraits, mais quand le mécanisme devient compréhensible, quand les gens peuvent relier une décision prise au sommet à une facture sur leur table de cuisine, le spectacle politique perd de son pouvoir. Ce n'est pas la peur qui mobilise le plus durablement. C'est la clarté. Et une fois que cette clarté s'installe dans un électorat, elle devient extrêmement difficile à neutraliser par des discours ou des étiquettes. Alors la vraie question n'est plus pourquoi cela s'est produit, mais combien de temps ce système peut encore tenir ainsi. À partir de là, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique.
Factuellement, ce siège sera de nouveau en jeu lors de la prochaine élection régulière. La candidate républicaine battue a déjà évoqué un retour, en rappelant que ce scrutin n'était qu'une élection spéciale. Première possibilité, ce résultat est traité comme une anomalie. On invoque le contexte particulier, la faible participation, le caractère local du vote. Dans ce scénario, rien ne change en profondeur. Les stratégies restent les mêmes. Les messages aussi, mais il y a une seconde trajectoire plus risquée. Celle où ce type de victoire est pris au sérieux comme un signal avancé, un avertissement que certains électeurs, même dans des districts historiquement favorables à Trump, répondent désormais davantage à des arguments économiques concrets qu'à des appels idéologiques. L'inférence est claire. Si cette lecture s'impose, alors d'autres campagnes pourraient ajuster leur ton, leurs priorités, leur manière de parler aux électeurs. Et c'est là que l'incertitude devient centrale. Parce que ces ajustements ne se font jamais en public. Ils se préparent en coulisses, sondage après sondage, district après district. Le prochain mouvement est déjà en gestation. Et quand il apparaîtra, il semblera soudain évident. Voici l'idée clé à retenir, celle qui redéfinit toute cette histoire. Ce qui s'est passé dans ce district du Texas n'est pas seulement un vote contre une candidate ou contre un nom célèbre, c'est un moment où un électorat a montré qu'il pouvait se détacher d'un signal national pour répondre à une pression locale très réelle. Factuellement, un district réputé favorable à Trump, qui n'avait pas élu de démocrate depuis 1991, a basculé après une campagne centrée sur le coût de la vie, les taxes et les écoles. En une phrase, cette élection raconte autre chose. Quand la politique cesse de parler du quotidien, le quotidien finit par voter autrement. Et ce mécanisme ne s'arrête jamais à un seul endroit. Il se déplace, il s'adapte. Il attend le prochain terrain où la tension est suffisamment forte pour craquer. La plupart des gens ne verront ce basculement qu'une fois qu'il sera déjà généralisé. Mais les signaux faibles apparaissent toujours avant. Celui-ci en est un. Et la vraie question à garder en tête, ce n'est pas ce qui vient de se passer, mais où le prochain domino pourrait tomber. Si tu veux comprendre ces signaux avant qu'ils ne deviennent des gros titres évidents, abonne-toi et reste ici. La suite se construit déjà.